Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Moustapha Madbouli affirme que l'Égypte œuvrait à renforcer les partenariats institutionnels lors de sa présidence du nouveau mandat de l'INCOSAI. Israël annonce reprendre le cessez-le-feu à Gaza après avoir mené des frappes qui ont fait plus de 100 morts. Et Donald Trump dit s'attendre à une excellente rencontre avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud. Et à la une des actualités, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'Égypte va œuvrer à renforcer les partenariats institutionnels lors de sa présidence du nouveau mandat de l'organisation de l'INCOSAI, lors de sa participation à l'ouverture du 25e Congrès international des institutions supérieures de contrôle des finances publiques à Sharm el-Sheikh. M. Madbouli a souligné que l'Égypte va également se servir des nouvelles technologies pour mieux maîtriser le système de contrôle. Le chef du gouvernement a ajouté que l'Égypte a une expérience inspirante dans le domaine de l'intégration entre la performance gouvernementale et le contrôle financier. Une expérience qui a eu de très bons résultats, tels que la nouvelle capitale administrative, les réseaux routiers, les tunnels et l'initiative de la vie décente. Le 25e congrès de l'INCOSAI se tient sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, organisé par l'Organisation centrale des institutions du contrôle des finances publiques. Ce congrès est un événement mondial majeur qui réunit les acteurs clés de la communauté internationale de l'ODI afin d'échanger les vues sur les moyens de renforcer la coopération, de partager leur expertise et de soutenir les initiatives en faveur de la transparence, de l'intégrité et de la protection des fonds publics. Cet événement confirme également le rôle essentiel de l'Égypte dans le soutien du système de surveillance et de transparence à l'échelle internationale et témoigne de la grande confiance dont jouissait son institution de surveillance dans les forums internationaux. Au cours de la séance d'ouverture, le Brésil a remis à l'Égypte la présidence de l'organisation de l'INCOSAI pour le prochain mandat de 3 années. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a souligné l'importance de renforcer le rôle de l'Égypte dans l'action africaine commune, les forums régionaux et continentaux, insistant sur l'importance de continuer à promouvoir les priorités égyptiennes au sein des organisations africaines. Abdelghati s'exprimait lors d'une réunion avec les dirigeants et les membres du département des organisations et rassemblements africains afin de discuter des moyens de renforcer l'action africaine conjointe et de continuer à promouvoir les priorités nationales au sein de l'Union africaine et des rassemblements régionaux. Abdelghati a également réaffirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts visant à instaurer la paix et la sécurité sur le continent et à renforcer l'efficacité du système d'action africain conjoint, ainsi qu'à accroître la présence égyptienne au sein de la Commission de l'Union africaine, tirant parti des compétences et des cadres égyptiens de haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a réaffirmé l'engagement de l'Égypte envers l'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et les institutions nationales du Soudan, soulignant que la sécurité et la stabilité du Soudan font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité dans la région. Ceci intervient lors de la rencontre du chef de la diplomatie avec son homologue soudanais, Mohiyeddin Salem, pour discuter des derniers développements sur la scène soudanaise, en particulier la situation à El Fasher et les développements humanitaires et sécuritaires dans cette zone. La réunion a également porté sur la question de la sécurité hydrique où l'unité de position des deux pays en tant que pays situés en aval du Nil a été soulignée et la nécessité du plein respect du droit international dans le bassin oriental du Nil a été mise en avant, ainsi que le rejet total des actions unilatérales sur le Nil.
L'Union européenne a dénoncé aujourd'hui la brutalité des forces de soutien rapide au Soudan et le ciblage ethnique de civils après le tournant dangereux de la prise de la ville d'El Fasher dans l'ouest du pays. Selon la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, le fait que des civils soient pris pour cible en raison de leur appartenance ethnique souligne la brutalité des forces de soutien rapide. Les craintes s'amplifient pour la population civile au Soudan après des accusations d'exactions massives dans la ville clé d'El Fasher prise par les forces de soutien rapide dimanche et la mort de 5 bénévoles du Croissant Rouge. El Fasher les forces conjointes ont accusé les forces de soutien rapide, les FRS, d'avoir exécuté plus de 2000 civils désarmés dimanche et lundi, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées. La guerre qui a éclaté en 2023 a tué des dizaines de milliers de personnes, en a déraciné des millions d'autres et plongé le pays dans ce que l'ONU décrit comme la pire crise humanitaire au monde. Passons aux territoires occupés où Israël a annoncé aujourd'hui reprendre le cessez-le-feu dans la bande de Gaza après avoir mené des frappes qui ont fait plus de 100 morts selon la défense civile et plusieurs hôpitaux en représailles à une attaque contre un de ses soldats. Ce matin, des panaches de fumée noire s'élevaient dans plusieurs endroits du territoire palestinien après ces frappes qui ont ravivé chez les habitants la peur d'une reprise de la guerre. Selon des témoins, dans le camp de réfugiés d'El Shati, dans le nord de Gaza, il y a eu des explosions toute la nuit. La défense civile et plusieurs hôpitaux avaient annoncé qu'au moins 101 morts ont été transportés dans les hôpitaux, dont 35 enfants, plusieurs femmes et personnes âgées, à la suite des frappes aériennes israéliennes en moins de 12 heures. Le Croissant Rouge égyptien poursuit l'organisation de l'entrée de certaines de camions d'aide humanitaire aux postes frontières de Karm Abou Salem et Al-Ouja, en vue de leur acheminement vers la bande de Gaza. Le terminal terrestre de Rafah a annoncé que des centaines d'autres camions transportant des centaines de tonnes de denrées alimentaires, de matériel médical, d'aide d'urgence et de tentes attendent leur tour pour accéder aux postes de Karm Abou Salem et Al-Ouja. Le président américain Donald Trump a dit s'attendre à une excellente rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping demain en Corée du Sud, tandis que Pékin a promis des échanges approfondis sur des sujets majeurs, laissant espérer une trêve dans la brutale guerre commerciale à laquelle se livrent les deux puissances. Le président américain est arrivé aujourd'hui à Gyeongju, dans l'est de la péninsule coréenne, où se tient le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'APEC. Donald Trump a laissé entrevoir une baisse des droits de douane imposés à la Chine en rétorsion à la crise du fentanyl aux États-Unis. L'étape sud-coréenne est la troisième de la tournée asiatique du président Trump après la Malaisie et le Japon, où il a eu une rencontre chaleureuse aujourd'hui avec la nouvelle première ministre Sanae Takaichi. La Corée du Nord a procédé hier à un essai de missile de croisière mer-sol au large de sa côte occidentale, la veille de la visite du président américain Donald Trump en Corée du Sud. Selon l'agence de presse officielle KCNA, le haut responsable militaire de Pyongyang qui a supervisé cet essai a déclaré que des succès importants avaient été obtenus dans le développement des forces nucléaires du Nord comme moyen de dissuasion militaire. Il a ajouté que le test visait à évaluer la fiabilité des différents moyens offensifs stratégiques et montrer clairement leur capacité aux ennemis avec pour objectif de renforcer sans cesse la posture de combat nucléaire du pays. Les autorités russes ont annoncé que l'Ukraine a pour le troisième jour consécutif lancé plusieurs drones sur Moscou. Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé avoir intercepté 100 drones ukrainiens qui visaient la région de Moscou et 13 autres régions. Ces attaques aux drones ont fait suspendre les vols au-dessus de la Russie et ont mis au danger les installations industrielles dans le sud du pays. Islamabad a annoncé aujourd'hui que les négociations entre le Pakistan et l'Afghanistan pour une trêve durable ont échoué, assurant avoir les capacités d'anéantir complètement le pouvoir taliban si nécessaire, après des affrontements entre les pays voisins qui ont fait des dizaines de morts. Mais Kaboul n'a pas commenté dans les médias.
Après 4 jours de discussions à Istanbul sous médiation qatari et turque, les discussions entre Pakistan et l'Afghanistan ont échoué à fournir une solution viable. C'est ce qu'a indiqué sur X le ministre pakistanais de l'Information. Selon lui, de manière regrettable, la partie afghane n'a su fournir aucune assurance, n'a cessé d'esquiver le cœur du problème et s'est livré à des reproches, des tergiversations et autres Russes. Kaboul n'a pas commenté dans l'immédiat. Le ministre pakistanais de la Défense, qui avait déjà menacé son voisin d'une guerre ouverte en cas d'échec des négociations, a martelé que le Pakistan n'a besoin d'utiliser ne serait-ce qu'une fraction de son arsenal pour anéantir complètement le pouvoir taliban et le renvoyer se cacher dans ses grottes. De son côté, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a assuré mardi que si les négociations échouaient, toute attaque serait suivie d'une réponse décisive qui servira de leçon au Pakistan et de message aux autres. D'une ampleur rare, la confrontation entre les deux pays voisins a débuté il y a 2 semaines lorsque le gouvernement taliban a déclenché une offensive à la frontière après des explosions à Kaboul imputées au Pakistan. Sur notre rubrique économique, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Karim Badawi, a annoncé l'achèvement du forage des puits Zohr 9 dans le gisement de gaz naturel de Zohr en mer Méditerranée. Les résultats du forage ont révélé la présence d'une couche gazière permettant une production d'environ 70 millions de pieds cubes de gaz par jour dans le cadre des efforts déployés pour garantir l'approvisionnement du marché local et réduire la facture des importations du gaz naturel. Dans le même contexte, les opérations de forage d'un nouveau puits d'exploration du gaz de Nice W1X ont été débutées hier dans la zone de développement d'Ennis ou large de Port Saïd en mer Méditerranée avec pour objectif une profondeur totale supérieure à 4200 mètres. Badawi a souligné que l'intensification des programmes de travaux de forage de nouveaux puits dans les zones de concession de la société italienne Eni témoigne de la confiance de cette dernière dans le climat de l'investissement du secteur pétrolier et gazier en Égypte. Et on termine notre journal par cette nouvelle où le puissant ouragan Melissa se renforce à nouveau et se dirige vers Cuba, où il doit toucher terre tôt ce matin après avoir durement frappé la Jamaïque, qualifiée de zone sinistrée par les autorités. Le puissant ouragan Melissa se renforce à nouveau et se dirige vers Cuba, où il doit toucher terre tôt ce matin après avoir durement frappé la Jamaïque, qualifiée de zone sinistrée par les autorités. La tempête avait été rétrogradée en catégorie 3 sur une échelle de 5 après son passage au-dessus des terres jamaïcaines qui avaient affaibli ses vents. Elle est depuis repassée en catégorie 4, a annoncé le Centre national américain des ouragans NHC. Les habitants de Cuba fuient les côtes à l'approche de l'ouragan. Les autorités locales ont déclaré l'état d'alerte dans 6 provinces de l'est du pays et les habitants tentent de stocker vivres, bougies et piles depuis lundi. En Haïti, à l'est de Cuba, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles, des commerces et des administrations. Avant même de toucher terre mardi en Jamaïque, l'ouragan y a fait 3 morts, ainsi que 3 autres en Haïti et 1 en République dominicaine. Il s'agit du pire ouragan ayant touché la Jamaïque depuis le début de relevée météorologique. Des bourrasques extrêmement violentes ainsi que des inondations côtières sévères et des pluies diluviennes pouvant provoquer des glissements de terrain catastrophiques étaient attendus à travers le pays. Les autorités avaient appelé la population à faire preuve de vigilance vis-à-vis des crocodiles qui, du fait des inondations, pourraient être une menace. Mesdames et messieurs, fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.